Bonjour les premières GA. Alors, c'est un nouveau concept. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une petite introduction sur l'objet d'étude des philosophes des Lumières, parce que j'aimerais bien que vous vous rendiez compte de comment ont fonctionné ces philosophes des Lumières et quelle était leur mission. Et plus tard, on verra en quoi les missions qu'ils ont pu remplir à leur époque ont une résonance dans notre société actuelle, notamment, par exemple, dans le combat des femmes. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est déjà prendre de quoi noter, puisque là, donc je me sers quand même du document que vous avez devant les yeux. Il se trouve à la page 99 de votre manuel numérique. Donc vous pourrez le lire aisément à la maison, tranquillement, quand vous aurez un peu de temps. Je m'inspire de ce document, mais je vous rajoute encore des renseignements, d'où la nécessité de prendre des notes et de m'écouter. Alors, on peut noter donc comme titre que c'est l'introduction aux philosophes des Lumières, à l'objet d'étude, les philosophes des Lumières et leur combat contre l'injustice. Donc pour être clair, introduction à la séquence. Alors, ça va se passer en 3 temps. Première chose, pourquoi dit-on les philosophes des Lumières? Alors, on est au XVIIIe siècle, hein, et c'est une période qui est bien connue pour notamment une date, c'est le 14 juillet 1789. Comme vous le savez, hein, c'est férié maintenant chez nous en France, on appelle ça la fête nationale française. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? La prise de la Bastille qui va donner lieu à cette fameuse Révolution française. Donc, on peut dire que 1789, c'est l'aboutissement du siècle des Lumières. On va dire que les philosophes des Lumières ont préparé le terrain pour arriver à cette Révolution française. À l'époque, le roi, il s'appelle Louis XVI. Et vous savez que la société, elle est divisée en 3 états. Le premier état, c'est la noblesse, ensuite le clergé et enfin le tiers état. Et vous savez également que les 2 premiers états, la noblesse et le clergé, sont très peu nombreux, enfin les gens qui occupent ces états sont très peu nombreux, mais ils possèdent la plupart de la richesse française. Et de l'autre côté, le tiers état est très nombreux, il est majoritaire, mais il possède très peu. Dans le tiers état, on va trouver notamment tous les gens du peuple, que ce soit les marchands ou les paysans, etc. Donc c'est une très très grande masse qui est généralement exploitée par les deux autres classes sociales. Alors pourquoi, vous me direz, le peuple ne se révolte pas puisqu'il est en majorité? Eh bien le problème c'est que le peuple à cette époque n'est pas instruit, très peu de gens savent lire. Les gens qui savent lire généralement sont les gens de la noblesse et du clergé, quelques marchands et quelques médecins, mais le gros du peuple ne sait pas lire. Et donc il n'a pas de connaissances suffisantes pour pouvoir réfléchir, se poser des questions sur sa condition de vie. Et les seules connaissances que le peuple peut avoir, c'est notamment les connaissances liées à la religion. Tout le monde est très croyant à cette époque-ci, et donc tout le monde va à la messe. Et donc les connaissances s'acquièrent en écoutant la messe, et encore des fois la messe est en latin, donc le peuple ne comprend pas. Donc ça va être avec des superstitions, des croyances, et puis aussi à l'aide des architectures des cathédrales qui racontent la vie des saints, la vie du Christ, etc. Donc c'est très limité comme connaissance. Et sinon c'est la connaissance, la connaissance de la vie réelle, de la vie du peuple, la vie du paysan, etc. Voilà, donc quelque part, on pourrait dire que le peuple, à cette époque-là, il est laissé dans le noir. C'est ce qu'on appelle l'obscurantisme religieux. C'est-à-dire que la religion, elle va être utilisée, et on va la manipuler pour s'en servir, et surtout pour s'enrichir d'un côté. Et on va manipuler de l'autre côté le peuple qui ne pourra pas donc se révolter. Alors, donc c'est pour ça qu'on appelle les philosophes qui vont avoir un rôle important au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières, puisque c'est eux qui vont apporter la lumière dans cette obscurité des connaissances
Et cette lumière, c'est une métaphore de l'utilisation de la raison, de la réflexion, de l'utilisation des sciences, parce que les progrès scientifiques ont lieu à cette époque, et on va essayer de les faire partager à un maximum de personnes. Et on va se baser sur l'observation du réel, et non pas sur les croyances et les superstitions. Ah, donc les superstitions, c'est les petites traditions qui font qu'on va croire à certaines choses, mais elles ne sont pas basées sur le réel en fait. Voilà, donc ça c'était par rapport à l'appellation les philosophes des Lumières. Les philosophes des Lumières qui vont apporter la lumière grâce à l'utilisation de la raison face à l'obscurantisme religieux. Deuxième point, qu'est-ce qu'un philosophe à cette époque? Alors généralement, on se dit, ouais, les philosophes, c'est des gens qui réfléchissent tout le temps sur tous les sujets, en gros qui se prennent la tête entre guillemets, enfin voilà, qui passent leur temps à réfléchir et qui sont souvent très très loin du monde réel. Et bien là, comme vous l'avez déjà compris, c'est pas le cas. Les philosophes à l'époque du XVIIIe siècle, ce sont des gens qui sont très impliqués dans la société, qui se posent beaucoup de questions sur la politique, sur l'économie, sur plein de thèmes qui sont quand même en relation avec ce que les gens vivent. Ce sont des gens qui vont observer énormément les métiers, n'importe quel métier, que ce soit le sabotier, le cordonnier, enfin voilà, qui va vraiment être curieux de tout ce qui l'entoure. Il va également beaucoup voyager et beaucoup dialoguer avec les gens, donc il va faire preuve d'une ouverture d'esprit. Et donc le but du philosophe, c'est que tout le monde bénéficie de cette ouverture d'esprit. Alors quand on n'a pas l'occasion de voyager comme eux, eh ben, les gens vont pouvoir accéder à la connaissance par d'autres biais. Et ben, ça m'amène au troisième point. Et ce troisième point, c'est quoi? C'est donc quelles sont les productions des philosophes des Lumières? Qu'est-ce qu'ils ont pu amener au peuple pour qu'on puisse accéder à une certaine connaissance? Alors, le document ultime de cette période, c'est ce qu'on appelle l'encyclopédie. C'est pas une encyclopédie, c'est l'encyclopédie. Je vous mettrai un lien plus tard pour que vous découvriez un peu plus en détail cette encyclopédie, puisqu'il y a une présentation de cette encyclopédie sur le site de la Bibliothèque nationale de France. C'est une encyclopédie en plusieurs volumes en fait, hein, et donc elle va servir, c'est un travail vraiment titanesque qui a été pris en charge par de nombreux philosophes de l'époque et qui a servi à faire partager les connaissances utiles au peuple. Et notamment, alors vous allez me dire, bah oui, mais vous avez dit madame que le peuple il sait pas lire. Alors oui, certes, et justement, les philosophes des Lumières vont se baser sur l'utilisation d'images, ce qu'on appelle des planches en fait, avec énormément de détails, et ça vous le verrez également donc sur le site de la BNF. Ensuite, après l'encyclopédie, les philosophes des Lumières vont écrire des textes dialogués. Par exemple, ils vont réaliser ce qu'on appelle des romans épistolaires, c'est-à-dire des romans basés sur des échanges de lettres, d'accord, et sur des correspondances donc réelles ou fictives. Donc, est-ce que ça peut être carrément des comptes rendus d'échanges de lettres entre philosophes et artistes, etc., ou des gens qui vont imaginer des correspondances donc fictives, notamment, par exemple, Montesquieu, qui a écrit les Lettres persanes, qui raconte l'histoire donc d'une correspondance entre deux Persans, donc les gens qui habitent maintenant, enfin la Perse, c'est l'actuel Iran, donc des gens du Moyen-Orient. Et donc, il va y avoir des gens du Moyen-Orient qui vont visiter la France et qui vont rendre compte des habitudes françaises à leur peuple, avec toutes les interrogations qu'il y a derrière les habitudes françaises. Et ça permet à Montesquieu d'interroger certaines pratiques qui peuvent être finalement ridicules ou inégales, en fait. Voilà. Et enfin, on va utiliser des formes littéraires détournées, parce qu'en fait, ça craint à l'époque de Louis XVI, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Hein, même avant, d'ailleurs, on a La Fontaine qui a déjà essayé, hein, on en avait déjà un peu parlé, les écrivains ne peuvent pas critiquer directement le pouvoir royal, par exemple. Donc, La Fontaine, il a utilisé les fables, et elles sont encore d'actualité au XVIIIe siècle.
Et on utilise également la forme du conte, un conte notamment philosophique, où on va mettre en scène dans ce conte un monde imaginaire, mais qui va permettre une comparaison avec notre monde, enfin le monde réel du XVIIIe siècle. Et encore une fois, ces comparaisons vont pouvoir mettre en lumière les problèmes qui peuvent se poser dans la France du XVIIIe siècle. Donc par exemple Voltaire, qui est un très grand philosophe des Lumières, qui a rédigé donc Candide, le conte donc philosophique Candide. Voilà. Voilà pour cette introduction. Alors je voulais juste terminer donc avec là le petit clin d'œil de Jean Hubert, hein, le peintre qui a réalisé cette peinture, Le Dîner des philosophes. Donc ça nous donne une petite idée de comment les philosophes pouvaient échanger. Alors, je me suis renseignée, hein, c'est pas une scène qui s'est vraiment passée. Les gens, les philosophes qui sont là ne se sont pas tous réunis au même moment, mais ça donne quand même un aperçu de comment ça pouvait se passer. Donc bon, on voit qu'il y a majoritairement des hommes, hein, pour le coup, même si on va voir que les philosophes prennent la défense des femmes. Ici, l'homme avec le bonnet, c'est Voltaire, le fameux Voltaire. Il demande à ce que les gens se taisent pour laisser la parole aux philosophes d'à côté. Et on peut voir aussi qu'ici, on a un personnage, un membre du clergé, le abbé, qui, contrairement aux autres, avait quand même des idées, défendait les idées des philosophes des Lumières. Ici, on a un autre philosophe qui s'appelle Condorcet qui va prendre position contre l'esclavage, par exemple. Voilà. Et ici, on a Diderot, Denis Diderot, qui sera un des rédacteurs de l'encyclopédie avec Voltaire. Voilà. Donc, vous voyez, des discussions animées, etc., à un dîner. Voilà, et donc pour terminer, donc ici vous avez la présentation de 3 philosophes des Lumières, Voltaire dont on parlait tout à l'heure, hein, donc qui est très important au niveau, au niveau de l'expression, notamment de la critique. Lui était très très critique et il a été condamné à l'exil parce que ça plaisait pas, ce que lui disait ne plaisait pas. Il était très ironique aussi, c'est assez intéressant ce qu'il raconte. Jean-Jacques Rousseau également, hein, qui a parlé vraiment de tout et de rien, mais qui a beaucoup réfléchi sur l'éducation des enfants et les inégalités entre les hommes. Et enfin Montesquieu, le fameux rédacteur des lettres persanes, donc qui s'est posé des questions sur les différentes cultures, entre la culture française et la culture persane par exemple, et donc qui a travaillé sur la politique. Voilà. Donc j'espère que cette introduction aux philosophes des Lumières n'a pas été trop aride. N'hésitez pas à me contacter si jamais c'était compliqué. Je vous donnerai rendez-vous pour une session audio sur Discord dans peu de temps. Voilà, la semaine prochaine, vous aurez la suite de cette séquence sur les philosophes des Lumières. Je vous dis à bientôt. Au revoir.